Amis qui allaient me suivre tout de suite, moi c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo. Me voici devant vous en ce jour de dimanche 17 mars 2024. Je voudrais un peu donc présenter mon raisonnement sur la situation politique en République démocratique du Congo. Car, comme vous allez le remarquer, les choses maintenant s'en vont dans toutes les directions. On ne sait plus qui fait quoi, avec qui, comment, pourquoi, et ça devient un peu inquiétant. Voilà pourquoi mon titre d'aujourd'hui c'est RDC. Pas de changement sans grande décision. Pas de changement sans grande décision. Avant de commencer, je remercie tous ceux qui ont suivi ma vidéo de la fois passée. J'ai pris en compte vos commentaires, vos suggestions. Tout cela, ça me va droit au cœur. Et la vidéo a été partagée par plusieurs personnes. Nous vous remercions et personnellement, je vous remercie. Et comme vous le savez, notre pays est toujours dans les troubles. Mais sachez que personne, j'insiste, personne ne viendra trouver la solution au problème des Congolais si ce n'est les Congolais eux-mêmes. Ça, nous devons nous le dire chaque fois. Ne comptons jamais sur les gens de l'extérieur, mais comptons sur nous-mêmes. Je pense que ça fait beaucoup d'années que les troubles sont au Congo. Donc l'expérience doit nous enseigner beaucoup de choses. Personne ne viendra nous dire ce qu'il faut faire. Une guerre qui a duré plus de 25 ans, ça doit nous enseigner nous tous ce qu'il faut faire. Si rien n'est fait au Congo, ce n'est ni la faute des Américains, des Français, des Belges, des Anglais, des Rwandais, des Ougandais. On peut citer une longue liste de gens de l'extérieur. Si rien n'est fait au Congo jusqu'à aujourd'hui, c'est la faute des Congolais eux-mêmes. Ce sont les Congolais qui ne veulent pas qu'il y ait changement véritable en République démocratique du Congo. Si les Congolais le voulaient, ou bien s'ils le voudraient, le changement allait entrer au Congo. Regardez l'exemple de vos amis. Il y a une vidéo que je vais vous mettre ici. Attendez voir. Une autre décision vient de tomber au Niger. Hein? Le Niger. Écoutez, le porte-parole est à la fin, il est en train de conclure. Donc, l'idée derrière cette vidéo, c'est quoi? Le Niger vient de demander officiellement à l'armée américaine qui a une base au Niger d'évacuer, de déguerpir. Bokende, Bobimana Niger, Mutoke Mwende. Est-ce que les Nigériens sont des extraterrestres? C'est ça ma question. Non, ce sont des êtres humains.
Est-ce que le Niger est plus riche que le Congo? Non. Le Congo est plus riche que le Niger. Le Congo est plus grand. Le Congo a 100 millions de personnes jusqu'au-delà. Le Congo a beaucoup de jeunes. On peut faire une armée d'1 million, 2 millions, même 3 millions de jeunes à qui on peut donner des armes. L'armée du Congo peut être toute la population du Rwanda, même 2 fois la population du Rwanda. Et les Rwandais ne nous feront absolument rien. Étudiez tous les documents du monde. Vous verrez que le Rwanda ne peut jamais faire face à la République démocratique du Congo. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Écoutons d'abord la décision du Niger. Pour vous montrer la différence entre les politiciens congolais, les militaires congolais et les politiciens et militaires d'autres pays. Écoutez ce que le porte-parole du gouvernement du Niger a dit à la fin. Tous les accords que les Américains ont signés, ça tombe caduc, c'est notre pays. Nous devons recommencer toutes les choses. Faites vos bagages, allez. Les Américains, c'est la grande puissance numéro 1 du monde. Les Nigériens disent aux Américains, Moutoke mwende kwen. Inchidieto preto. Kongo inanitaka na machozi. Kama nangara mambo vita mkongo. Tashika na buluma. Bon, je ne sais pas comment tunasikilizana kana mwetu. Est-ce que toyoka na kamalamu? Tango nasalaka ba video na ngai. Ngai sayambo na bino ba congolais partout. Est-ce que toyoka na kamalamu? Tunasikilizana bien. Soyons honnêtes. Le problème du Congo se trouve au Congo. Le jour où nous allons comprendre cette histoire, le changement va entrer au Congo. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Je reviens avec cette même rhétorique pour vous prouver que Tushilandane, Totika Makambo Lukuta, problème est que Congolais et Zana Libanda Congo T. Problème est que Congolais, mambo ya Congolais aina inje ya Congo. Mabaya ya Congolais iko ndani ya Congo. Mabaya ya Congo ezana kati ya Congo, eza Libanda T. Mimi nasema que moi je m'en fous, je ne coopère avec personne. Dites tout ce que vous allez dire, je m'en patafiole, je m'en fichissime. Moi je suis un chercheur. Je ne suis pas combattant. Je ne suis pas dialléloïste. Je suis analyste. Je fais des recherches, je lis, j'écoute tout ça, la géopolitique. J'observe, je remarque et je dis ce que moi j'ai trouvé comme recherche. Je dis ça. Point barre. Apprendre ou à laisser. Je respecte votre point de vue. Respectez aussi mon point de vue. Point barre. Je ne vous ai jamais insulté, ma vie à Babayako, à Mamayako, parce que tu raisonnes différemment de moi. Jamais. Tu acceptes ce que je dis, tant mieux. Tu n'acceptes pas, tant pis. Mais ça ne te donne pas le droit de me chamboule. Ça ne te donne pas le droit de m'insulter. Je suis congolais à 1000% aussi. Il n'y a pas de congolais spécial. Même si nous allons du côté du Katanga. Kuna Katanga est plus spécial que Nipita Misayam. Bon, ouais. Comme au Pendebele nous nasema, c'est simple. À part nous faire ta vidéo, je ne suis pas mes vidéos. Pourquoi tu te mets là? Tu es coaché sur ta chaise, 45 minutes, 1 heure de temps, en train de suivre ce que tu n'aimes pas pour m'insulter. Non, moi si je ne t'aime pas, je zappe, je passe à autre chose. Écoutez les Nigérians, ce qu'ils ont dit, c'est la conclusion dans un communiqué d'hier. Le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Une correspondance diplomatique sera adressée à la partie américaine à cet effet, fait à Niamey le 16 mars 2024. Ça, c'est la fin. Il a beaucoup parlé. Je vous ai mis
la conclusion. Prenant en considération les aspirations du peuple du Niger. Mboka ezaba nigérien, yaba payate. Ceux qui sont au pouvoir au Niger ne font pas la volonté des gens de l'extérieur. Ils font la volonté des gens de l'intérieur, les Nigériens. Les politiciens du Niger écoutent ce que le peuple nigérien dit. La majorité des Nigériens dit, nous connaissons notre pays. S'il y a des djihadistes qui entrent, c'est la France qui les forme, c'est l'Angleterre qui les forme, ce sont les Américains qui les forment. La formation se fait dans les bases. Les Blancs ont été trop malins. Pourquoi ils ont inondé l'Afrique de bases militaires? Et pendant ce temps, il n'y a aucune base militaire des Africains en France, en Angleterre, en Amérique, au Canada, Venezuela, je ne sais pas, partout. Avez-vous déjà vu une base militaire congolaise aux États-Unis, au Canada, en Belgique? Posez-vous des questions. C'est dans ces bases militaires là où ils fabriquent des mercenaires. Ils ont inondé le globe entier des bases militaires. S'il y a un problème là-bas, ils vous envoient les mercenaires qu'ils ont déjà formés. Les mercenaires de la base la plus proche du Congo viendront du Rwanda. Le Rwanda et l'Ouganda sont maintenant des plaques tournantes, là où on fabrique les mercenaires. Oh, yo aigle olobaka. Aigle kopaka kusema. Churudie uku. Chutupatie solution. On a semaka ça. Solution nini. Je ne suis pas payé pour vous donner des solutions. Quand j'analyse, je vous dis ce que je dis. Qui va prendre la décision? Ni mi, ni toi, Kinshasa, ni ministre à ma décision. Non. Quand je dis ça, les ministres appropriés comprennent déjà de quoi il s'agit. Je ne suis pas payé pour prendre des décisions. Si je vous dis, si vous voulez que moi, Sayambo, je vienne prendre des décisions à votre place, dans vos gouvernements au pluriel du Congo, vous allez me payer. Vous n'irez pas. Je ne peux pas faire ton travail. On t'a nommé ministre de la Défense, Sécurité nationale, ministre de l'Intérieur, tout ce que vous voudrez. Tu ne fais pas ton travail. Tu ne prends pas des décisions qu'il faut comme le font les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés. Mais on te paye chaque fois. Tu as un gros ventre. Moi, quand je dis j'analyse, c'est pour que tu puisses comprendre et prendre des décisions. Si tu ne prends pas de décision, tu ne sers pas la nation. À Outumiki Congo, la plus simple chose à faire, la plus simple chose qu'il faut faire, démissionne. À Tchakazi. Parfois, nous nous posons la question, est-ce que ce pays-là vous appartient? Êtes-vous réellement congolais? Après 25 ans de guerre, des adultes, vous n'avez pas encore compris la source de la guerre, le comment et le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on vous attaque à Mouyadjoua? Vous étonnez le monde politicien congolais. Vous êtes en train d'étonner les gens du monde entier. Moi, je vous l'avais dit. Il y a un temps pour toutes choses. Nous tous, on ne savait pas ce qui était en train de se tramer dans le monde au début des années 1990. C'était une situation qui s'est développée devant nos yeux, nous tous. On ne savait pas que les Américains allaient utiliser les Rwandais et les Ougandais en mettant Laurent Désiré Kabila devant comme il n'a pas pour ouvrir les portes du Congo afin d'enfoncer les Rwandais et les Ougandais au Congo et obliger à ce qu'ils restent là pour le pillage. Tout ce qui s'est joué en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs, la répétition, c'est la meilleure des sciences. Ce n'était pas pour faire quoi que ce soit. Tout ce qu'on a fait dans la région des Grands Lacs, qui a même conduit au génocide du Rwanda, ça avait pour but
une seule chose. Entrer au Congo et commencer à piller. Le génocide du Rwanda, c'est quelque chose qu'ils ont fait en passant. C'est l'un des incidents qui allait seulement avoir lieu pour déblayer le chemin. Point barre. Parce que le président Abiyarimana, un Hutu, les Hutus sont majoritaires. Ils étaient un blocage pour les intérêts des anglo-saxons. Avec un président Hutu là-bas, le président Hutu dans les pays tels que Burundi, Rwanda, ils allaient bloquer l'entrée et le passage des Américains pour arriver au Congo. Il fallait démonter des présidents Hutus. Car historiquement parlant, ils sont reliés sociologiquement, anthropologiquement parlant, à nous, Hutu, Bantu. Ils n'allaient pas céder facilement qu'on utilise le Rwanda et le Burundi pour venir tuer les Congolais et les piller. Car nous sommes tous d'une même souche de Bantu. Muntu. Chez eux, on dit Muhutu. C'est toujours le même nom. La racine Bantu. Si au Rwanda, il y a un Bantu, au Burundi, il y a un Bantu, au Congo, c'est le pays en majorité des Bantous. Nous n'allons pas jouer le jeu convenablement. Il fallait débantuniser le Rwanda et le Burundi. C'est ainsi que 2 présidents sont morts dans un avion. On a tiré une missile. Bien calme, ce n'était pas le hasard. On les a trompés d'aller à Arusha, en Tanzanie, dans leur réunion là-bas de négociations Tutsi Hutu pour se partager le pouvoir. On a lancé des invitations en insistant pour que tous les présidents de la région de Grand Lac soient là, comme témoins pour aider leurs frères. C'est-à-dire Kagame d'un côté, qui représentait les rebelles Tutsi, qui avaient déjà pris presque les 3/4 du Rwanda dans 3 ans de guerre, et de l'autre côté, Abiyarimana qui était encore au pouvoir. Vous comprenez? Il fallait signer un document, les accords d'Arusha, dans la ville d'Arusha en Tanzanie. Mais ce que les présidents africains ne savaient pas, c'est que la boucle était déjà bouclée. Les anglo-saxons avaient déjà mis tous les moyens en place. Tout s'était déjà joué. Il ne restait que le dernier acte, c'est-à-dire l'assassinat des présidents bantous pour les remplacer par le président nilotique ou bien Hamid, qu'on appelle au Rwanda et au Burundi Batusi. Point barre. Donc, utiliser les minorités pour nous gérer, nous, les majorités, comme des moutons dans une ferme. Et c'est ce qui est en train d'avoir lieu. On ne peut jamais... Ils refusent de collaborer avec nous parce que nous sommes des Bantous. Notre péché, c'est parce que nous sommes nés Bantous, Bahutu. Au Rwanda, on dit Bahutu et au Burundi. John Zambieto. Hein? Comprenez cette histoire comme ça. Mobutu l'avait échappé belle. Mobutu pouvait aussi mourir dans cet accident. Mais, comme il était encore président d'un pays que tout le monde convoitait, les Américains ne l'aimaient plus. C'est pour cela qu'ils l'ont lâché. Mobutu s'était appuyé sur la France. Comprenez pourquoi, pendant ces derniers jours, Mobutu a fini sa course où? En France. Au-dessus, on voyait les Tutsis et les Hutus se battre. Mais quand vous pourriez descendre au bas de l'étage, c'était le combat des Occidentaux, en l'occurrence les États-Unis et la France, se battaient. Car la France avait réussi depuis les années 1996, les années 1970, à s'introduire dans la région de Grand Lac avec une arme qu'on appelle la francophonie.
La France n'a pas colonisé le Congo, le Rwanda, ni même le Burundi. Mais la France a utilisé le français comme une arme géopolitique pour s'introduire au Rwanda, au Burundi et au Congo, en multipliant beaucoup d'activités, les centres culturels français, les alliances françaises, écoles françaises, dans, je ne sais pas, beaucoup d'histoires là-bas. Coopération militaire, beaucoup d'histoires inutiles, qui ne servaient à rien. C'était pour justifier leur présence dans la région des Grands Lacs. Eux qui ne nous ont pas colonisés, qui n'avaient aucun lien historique avec nous, mais ont eu une idée. Ils utilisent notre langue. Entrons à travers la langue française. Non pas comme un instrument de science, d'éducation, mais tournons la langue française en bombe politique pour justifier notre présence, l'occupation de ces pays là-bas, et soutirer des richesses. Les Belges ont été gagnés par les Français. Les Français ont gagné en intensité dans la région des Grands Lacs. Comprenez pourquoi, le moment venu, les Américains ont compris que c'est maintenant l'ère de la technologie électronique maintenant. Le monde avance à petits pas. 1990, au début, l'ère de l'électronique a sonné dans le monde entier. L'Amérique s'est décidée maintenant de descendre dans la région des Grands Lacs pour prendre le contrôle de tout. Il fallait faire quoi? Chasser la France, qui était déjà là, avec la complicité de la Belgique, que la France a dominée. Donc, comprenez, la Belgique et l'Amérique se sont retrouvés dans un même complot. Parce que la Belgique n'avait pas de puissance devant la France. Elle s'était laissée dévancée par la France, en diplomatie, en politique, tout ça, parce que la France est une puissance devant la Belgique. Les Américains ont dit aux Belges, travaillons ensemble pour chasser la France de l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs. Et nous allons faire nos affaires. De là, le combat. La France s'est retrouvée supportant les Bantous, tels que Mobutu, Juvenal Habyarimana, etc., etc. L'Amérique s'est retrouvée d'un côté là où il supportait les Nilotiques, les Hamites, les Tutsis, selon le langage du Rwanda et du Burundi. En l'occurrence, Paul Kagame. Même Museveni, c'est un Tutsi. De l'Ouganda, on les appelle en Ouganda Banyankole. Vous comprenez? La France utilisant les Bantous, l'Amérique utilisant les Tutsis. La France utilisant la majorité, l'Amérique utilisant la minorité. Pour les mettre au pouvoir, afin de contrôler la région des Grands Lacs. Avec pour finalité quoi? Le contrôle du Congo, pour se servir des richesses du moment. L'ère de l'électronique, c'était tout verte. Cela ne veut pas dire que l'électronique venait d'être inventée, non. L'électronique avait toujours existé depuis la nuit des temps. Sauf qu'en 1990, au début, c'était la période de la libéralisation, la vulgarisation, la commercialisation de l'électronique, qui était d'abord la propriété des gouvernements. Les militaires américains avaient toujours utilisé des drones, depuis longtemps. Ils avaient toujours utilisé des GPS, depuis longtemps, pour faire la guerre. Ils avaient toujours utilisé les ordinateurs, depuis longtemps, pour faire la guerre. Même quand nous ne le savions pas, ces histoires-là existaient. Les véhicules électriques existaient depuis 1912. À New York, il y avait des... Quand ils ont commencé à faire leurs véhicules, les premiers véhicules qu'ils avaient lancés sur le marché roulaient avec l'électricité. Seulement, ils n'avaient pas su développer un système motrice très fort. Ainsi, avec le temps, ils sont tombés sur le pétrole. Ainsi, ils ont abandonné l'électricité, car ils n'avaient pas encore en main d'autres composants qu'il fallait, d'autres composantes auxquelles il fallait faire recours. Donc, pour développer le système électrique.
Ça roulait, mais ce n'était pas très efficace. C'est ainsi, ils ont tourné, ils ont vu que l'essence propulse même le gros moteur. Tout ça, c'est ça. Mais avec le temps, la science évoluant, c'est aujourd'hui. C'est un retour en arrière. Ne vous trompez pas que les véhicules électriques existent seulement aujourd'hui. Non, ils ont existé même en 1912, 1916, ça existait. Les drones ont toujours existé. Les GPS ont toujours été là. Et surtout, depuis que l'homme a mis son pied sur la Lune, l'homme a su lancer ses navettes spatiales dans l'espace pour les percher sur d'autres planètes. C'est ce qui a emmené un grand changement dans l'histoire de l'humanité. Et les Américains ont investi beaucoup d'argent dans cette histoire, plus que les Russes, les Soviétiques. Bien que ce sont les Soviétiques qui étaient les pionniers du lancement des histoires dans l'espace pour les poser sur d'autres planètes. Mais ils n'ont pas beaucoup investi dans cette histoire. L'Amérique a beaucoup investi en achetant même les savants russes. L'Amérique est une puissance, pourquoi? Parce que l'Amérique investit beaucoup d'argent. L'Amérique ramasse. L'Amérique vole même les savants des autres pays pour qu'ils puissent venir travailler aux États-Unis dans de très bonnes conditions que vous n'avez pas chez vous. Comprenez pourquoi beaucoup de cerveaux viennent travailler dans le compte du gouvernement américain. Ainsi, beaucoup de Russes qui n'avaient pas une vie décente dans le système communiste, socialiste, qui ne touchaient pas beaucoup d'argent parce que le système politique ne le permettait pas, même des Chinois, ont fini leur course aux États-Unis d'Amérique, là où on les mettait dans un état de prince, comme des petits rois. Mais tu me donnes beaucoup d'argent, tu me donnes une bonne vie, je donne ma tête, je sers ton pays. C'est comme ça que l'Amérique a gagné cette guerre. Et beaucoup de secrets qui étaient chez les Soviets se sont retrouvés à Washington et on a lancé beaucoup d'histoires en l'air. Car l'Amérique a compris que nous pouvons ériger beaucoup de bases sur la terre. Ce n'est pas suffisant. Qui va gagner la guerre de demain? Ce n'est pas celui qui ouvre les bases de son pays partout, mais c'est celui qui va contrôler l'espace. Vous comprenez? Même si vous avez autant de bases militaires sur la terre, mais celui qui est en l'air vous regarde vous tous et peut vous tuer facilement. Comprenez pourquoi le président JFK, John Fitzgerald Kennedy, c'est lui qui est venu avec ce programme là-bas. Il a beaucoup investi des milliards de dollars américains pour occuper l'espace. Et en occupant l'espace, l'Amérique est allée à la Lune, ils ont posé leurs histoires et la communication entre la Terre et la Lune a eu lieu. C'est à partir de ce moment-là que les Américains ont commencé à filmer le globe terrestre, à contrôler tout le monde. La communication existait, il n'y avait pas de fil, de corde. C'est-à-dire quoi? Le système électronique existait déjà. Les signaux entre la centrale de la NASA et les navettes spatiales qu'ils lançaient en l'air, ils communiquaient comment? Sans fil. Donc ne nous dites pas que le cellulaire est arrivé en 1990. Non, toutes ces histoires existaient depuis longtemps. Mais ce n'était pas vulgarisé. Ça restait la propriété cachée de l'armée, de quelques départements du gouvernement, des services secrets. C'est pour cela, la plupart des gens, et surtout nous les Africains, par manque de moyens de communication, on ne savait rien de ce qui s'est passé de l'autre côté de l'océan Atlantique, et même donc de l'Europe. Sauf que 1990 était un grand tournant dans l'histoire de l'humanité. Il fallait maintenant populariser, c'est ce qu'on dit vulgariser, que ça devienne vulgaire.
et que mon ton t'attend sur pas ta téléphone. N'importe qui peut avoir accès au système électronique d'une manière ou d'une autre. Ils ont compris, il faut la vulgarisation de cette technologie. On va vulgariser ça, rendre ça populaire comment? En vendant les services. C'est ça qu'on appelle la commercialisation. Tout à coup, oui, en retour ou t'atourip. Ainsi, c'est le même gouvernement américain avec des services secrets qui ont autorisé à ce que des gens comme des Bill Gates puissent prendre d'autres secteurs de la télécommunication en mettant en place un système là où il fallait relier les ordinateurs. On puisse commencer à communiquer avec les ordinateurs comme on communiquait avec les téléphones à fil. Tu vois. Ils ont démarré et le combat a commencé. Maintenant, ils avaient besoin de quoi? D'une grande quantité. Une quantité industrielle de matières pour fabriquer les ordinateurs, les systèmes, les composantes, vous connaissez. C'est cette demande de grande quantité de matières qui a fait exploser la course, la ruée vers ces matières-là. Et la malchance de la République démocratique du Congo, c'est de se trouver, c'est d'être ce pays-là qui a plus ou moins 80% de toutes les composantes en forme de minerais sous la terre. Et comme les Occidentaux, depuis le temps, ont toujours été des truands, les bandits de grands chemins, qui n'ont jamais voulu coopérer avec les Noirs, comme des êtres humains, d'égal à égal, mais surtout de les utiliser, de les effrayer, de les assassiner même, d'imposer leur doctrine. Ils ont compris que les Congolais sont des idiots. C'est un peuple de moindre valeur. Si nous allons négocier avec eux comme des êtres humains, pour qu'on puisse signer des contrats, ces gens-là deviendront millionnaires. Car c'est le monde entier qui viendra au Congo. Donc le président congolais sera l'homme le plus puissant de la planète Terre. Car c'est lui qui est assis sur le coffre-fort, là où se trouvent tous ces dont 3/4 du monde a besoin. Ils ont dit niet. Nous n'allons pas aller acheter chez les Congolais. Nous allons le prendre gratuitement. Venez même le prendre gratuitement en épargnant les vies des Congolais. Ils viennent le prendre gratuitement en vous tuant. C'est ça le côté le plus sombre. Ainsi, Kagame et Museveni sont entrés en jeu. Et c'est ce que vous êtes en train de voir. Ça, c'est une explication de l'école primaire. Si l'enfant, même ton enfant à Lubumbashi, comprend ça, il va comprendre comment est faite la politique que vous avez aujourd'hui. Les matières premières. Au Niger aussi, trop de matières premières. Il y a l'uranium. L'électricité qu'on produit en France, presque la moitié, est produite avec notamment l'uranium du Niger. Vous comprenez pourquoi les Français donc signent des accords militaires. Ils ont des bases militaires partout. Vous prendrez vos richesses avec les armes là. C'est ça le problème des Occidentaux. Ils ne viennent pas en civil. On signe, vous signez. Nous allons prendre comme ça. Vous allez prendre combien? 60%. C'est pour vous. Nous allons prendre même 40%. Non. Eux viennent avec les armes. Un Congolais qui est conscient, qui peut sauver son peuple, qui peut aider le Congo à démarrer. Le Congo à se développer. Il devient un danger devant les Occidentaux. Il faut le tuer. Le cas de Lumumba. Lumumba n'était pas mauvais, qu'on ne vous trompe pas. Tout ce qu'on va vous dire, ce sont des mensonges. C'était un type malin, intelligent. Un bon cœur. S'il était mauvais, il allait rester en vie. Et puis l'indice pour connaître les mauvais politiciens au Congo, c'est ceux qui reviennent toujours au pouvoir. Ceux qu'on ne tue pas. Ceux qui, même s'ils volent comment, il est toujours en vie. Ce sont les mauvais. Laurent Désiré Kabila est mort parce qu'il était bon pour le Congo et mauvais pour les intérêts des Occidentaux.
C'est un indice. Signal qu'on connaît à Muntu Mouba en politique à Congo. Ni ba les Bantu, ban quoi, bien pas comme au pouvoir. Si ton père, ton grand-père, à partir des années 60, ont toujours été dans les arcanes du pouvoir du Congo, ni Bantu Babaya. Kama Babayako, Kamboyako, Muyombayako, ni ma famille, il n'a pas politique à Congo. Depuis les années 60, famille telle, Kukatanga, famille telle, Kukasai, famille telle, Kuba Congo, Joe Babaya. Ce sont ces gens-là qui ont fait tomber le Congo. Parce que s'ils étaient bons pour le Congo, on allait soit les envoyer en exil, les empoisonner ou bien les tuer. Comme ils sont restés là, après la mort de Lumumba, ils ont évolué avec Mobutu, Laurent Désiré Kabila est venu, ils ont fait semblant de fuir. Remarquez, on a tué le Kabila, père, ils sont encore revenus. Et ils sont là. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous-même, regardez. Ce sont les mauvais politiciens du Congo. Car le système international s'organise à chasser les bons politiciens de la République démocratique du Congo. Je viens de développer mon sujet très bien. Kotuna ngaite, yo lo bakatro, proposer solution ni ba futa ngaite, pour qu'on a proposé les politiciens na bino ba solution. Na gouvernement te. Je ne suis pas membre du gouvernement. Ba futa ngaite, pour que na sala musala, y a ministre tel. Non. Quand je parle, un bon ministre peut prendre mes paroles, les mettre en pratique. Et comprendre même ce qu'il ne comprenait pas. Point barre. C'est ça le problème du Congo. De là, le désordre que vous avez dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est un désordre prémédité, organisé d'avance par les Occidentaux. En l'occurrence, les États-Unis d'Amérique sont derrière cette histoire. Je vous ai parlé de l'argent de Clinton. Un livre que je vous ai montré. Est-ce que j'ai ça ici? Je ne sais plus. J'ai tellement trop de livres. Donc, si vous lisez ce livre, l'argent de Clinton, vous allez comprendre. Puisque au début des années 1990, c'est Clinton qui était président des États-Unis. Donc, c'est l'homme qui a mis la fondation de la mafia de tueries en série, d'occupation du Congo, donc de l'hypnotisme des politiciens congolais, de faire semblant quand les Congolais pleurent, de nous faire voir que le problème du Congo n'est pas ailleurs, et ça se trouve au Congo. On vous crée de faux rebelles. Il n'y a pas question de rebelles. On vous pédale avec des vocabulaires mensongers par les médias des Occidentaux. Et quand vous gobez ces vocabulaires-là, ils créent des vocabulaires dans leur laboratoire, ils font des émissions, ils répètent. Ils connaissent qu'un mensonge, plusieurs fois répété, finira par être cru que c'est la vérité. En politique internationale, ça se fait. Bongo. Baninga mulabo, ba américain, ba français, ba belge, bana créé bongo. Bana joua bien. Mu politique bana fundisana kwa masomo. Que ukibebe bongo fulani, unaweka pameza, unaanza kuisema kila siku. Ukupaka na lamuka unasema bongo. Ile bongo mwabu unaisemaka kila siku. Mukicho abale bantu kunambiaka, itacha kuya bongo. Batanza konaka kia inakuwa nini? Inakuwa ukweli. Occidentaux banafanyanga bile sana. Mu politique ni kintu qui n'existe pas. So la politique ce n'est pas le domaine de n'importe qui. Comme au Congo, moi je regrette de vous le dire, hein, au Congo n'importe qui fait la politique. Non. La politique ce n'est pas una kosa kia kufanya, unaanza kutafuta kwa gouverneur. Unaanza kukombana kwa député provincial. Qui t'a dit ça? C'est une grande charge. Dans d'autres pays, les gens ont peur de faire la politique. Mais au Congo,
Ça devient le refuge de monsieur tout le monde. Ce qui est catastrophique. Donc c'est Clinton qui a mis ce système-là en place. Il fallait paralyser Mobutu, qui était l'homme le plus puissant de ce temps-là, qu'on utilisait pour faire la guerre contre le communisme. Le communisme est tombé, l'Union soviétique par terre, Mobutu n'avait plus de valeur. Après l'avoir pressé comme un citron, il fallait le jeter de côté. C'est Kagame qui allait le remplacer et le Congo devait être kidnappé. Pourquoi les anglo-saxons avaient-ils choisi l'Ouganda pour entraîner les mercenaires qui viendraient entrer au Congo? C'est parce que l'Ouganda et le Rwanda sont plus proches de l'est du Congo, l'endroit qui regorge de ces minéraux les plus valeureux. Ils ne sont pas au centre, au nord, au sud ou bien à l'ouest du Congo. On peut avoir quelques pourcentages partout parce que le Congo est tellement riche. Partout le Congo est riche. Mais la plus grande quantité industrielle, exagérée, mûre, qu'ils avaient laissé croître pendant beaucoup d'années. Car les Américains savaient déjà à partir des années 1940 le nombre et la propriété de tous ces minéraux partout au Congo et spécialement dans l'est du Congo. Ils savaient déjà que le coltan existait depuis les années 1940. Si toi tu ne le savais pas, si ton père ne le savait pas, même ton grand-père. Mais les Occidentaux, eux, le savaient. Et la vraie carte des minéraux du Congo ne se trouve pas dans les mains des Congolais, ça se trouve à Bruxelles et à Washington. Il y a d'autres minéraux qui existent là, à qui ils ont déjà donné des noms, eux-mêmes savent que ce sera les minéraux pour lesquels nous allons commencer à nous battre en 2050. Bayebi, avec l'évolution de la science, ce minerai est tellement fantastique pour changer je ne sais pas quoi en quoi. Ils savent déjà. Mais comme on ne brûle pas les étapes, ils connaissent là où ça se trouve et ça devient déjà ce qu'on appelle en français une chasse gardée. Comprenez pourquoi les Américains gardaient déjà le Congo depuis longtemps en silence avec leur ami qui était qui? Mobutu Sese Seko. Ils savaient que pour occuper ces terres, pour mieux voler, nous allons les arracher des mains des Congolais, l'est du Congo, pour y introduire les étrangers, les voisins rwandais, burundais, ougandais, en majorité, parfois les Tanzaniens, même les Kenyans, qui viendront nous aider dans l'occupation de ces terres pour mieux voler. Et eux étaient déjà préparés depuis longtemps. Depuis 1940, ils le savaient. Comprenez pourquoi dans les années 1960, quand même l'indépendance du Congo est venue, l'homme blanc avait déjà un plan jusqu'en l'an 2000. Comprenez pourquoi automatiquement, ils ont commencé à nous amener les peuples étrangers. Amener les Rwandais, les Burundais, soi-disant pour aller travailler au Congo. Or, le Congo, c'est un grand pays. Il fallait aller faire appel aux Rwandais et aux Ougandais pour venir travailler au Congo à une seule condition, pour être honnête. Après avoir donné du boulot à tous les Congolais, c'est-à-dire vous donnez du boulot à tous les Congolais à l'intérieur du Congo, et vous voyez que le nombre de Congolais n'est pas toujours suffisant. Les Congolais deviennent moins nombreux que les mines, que les forêts. Il fallait maintenant aller en dehors du Congo. Combien de Congolais étaient restés au chômage? Et ils ont sauté pour aller prendre les Rwandais, les Burundais. Et ils prenaient qui? Remarquez maintenant les tous. Était-ce un hasard? Non. C'est pour faire ce qu'ils sont en train de vous faire aujourd'hui. Mundele Amona Kamusika.
Un noir ne voit jamais plus loin que son nez. Un noir, si tu lui donnes à manger ici, ils savent qu'un noir, c'est un matérialiste, un idiot, en général. Il y a des exceptions. Comprenez pourquoi ils ont commencé à importer des Rwandais et des Burundais, tous. Dans un système politique qui a échoué au Rwanda et au Burundi, à cause de ces mêmes blancs-là, qui sont allés au Rwanda et au Burundi pendant l'époque précoloniale, c'est-à-dire avant la colonisation, l'indépendance, on peut dire pré-indépendance. Ils ont travaillé avec les Tutsis. Ils ont choisi de travailler avec les Tutsis au Rwanda et au Burundi pour malmener donc les Hutus qui étaient 9/10 et 9/10 au Rwanda et au Burundi. Ils ont déjà planté, comment est-ce qu'on appelle ça? Les graines de la confusion pour le futur. Vous mettez 90% des Rwandais Hutus dans un coin et des Burundais Hutus dans un coin. Vous occupez leur pays, vous commencez à donner trop de privilèges aux Tutsis, 10% au Rwanda, et aux mêmes Tutsis, 10% au Burundi. Vous comptez voir quoi après 30 ans, après 50 ans d'occupation? La haine entre ces Tutsis minoritaires à qui vous avez donné trop de privilèges et les Hutus majoritaires à qui vous avez privé presque tout. Ainsi, les Blancs n'ont mené que les Tutsis en Belgique, en France, même en Amérique depuis longtemps, pour leur donner cours de bureaucratie, administration, technique, tout ça. Quand même ils ont formé l'armée, et au Rwanda et au Burundi, même la police, ce sont les Tutsis qui étaient dans la police, et même l'armée. C'est une façon de leur donner feu vert, afin de dominer ces gens. Et les Hutus étaient relégués aux travaux manuels, dans les champs, domestiques de la maison, dehors, les gardes sur les barrières, tout ça. Et quand vous mettez un système injuste en place pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans, vous allez produire quelle société? Une société de haine des Tutsis et des Hutus. Et les Blancs a réussi sa mission. Et c'est pendant cette période-là, fin 1959, 60, qu'il y a eu un vent des indépendances dans beaucoup de pays africains. Les Tutsis rwandais et burundais, minorités protégées par les Occidentaux, en l'occurrence les Belges, s'étaient retrouvés en quoi? Dans une position d'insécurité. Car la majorité des Hutus au Rwanda et au Burundi, très pauvres, en colère, n'ayant bénéficié de quoi que ce soit, de rien dans leur propre pays, étaient décidés à en découdre avec la petite minorité des Tutsis à qui les Belges ont tout donné. Ainsi, leur indépendance n'était pas indépendance. C'était la révolution burundaise et la révolution rwandaise. Ça s'est soldé par des comptes à rendre. Et la minorité, qui était protégée par les Belges, était maintenant restée orpheline en voyant les Belges faire leurs valises au Rwanda, au Burundi et au Congo pour quitter, car c'était l'indépendance. C'était la période des indépendances. Ainsi, les Tutsis ont commencé à pleurer. Et pourtant, ce sont les mêmes Belges qui les avaient manipulés pour faire d'eux des boss, afin qu'ils aient la haine de leurs frères Bantou, Hutu. Ainsi, dans leur tactique de diviser pour mieux régner, les Occidentaux ont su laisser derrière eux, quand l'indépendance du Rwanda et du Burundi sont venus, ils ont laissé derrière eux deux pays avec deux communautés totalement opposées, la haine incommensurable. Et c'est ce qu'ils ont cherché. La guerre a commencé. Et comme les Tutsis n'étaient plus majoritaires, n'avaient plus maintenant de support, les mêmes Blancs qui les avaient formés, à qui ils avaient tout donné, ont fui, mais ils sont revenus sous forme maintenant des organismes internationaux, tels que les Croix-Rouges,
C'est ainsi la Croix-Rouge est venue maintenant repêcher leurs enfants à qui ils ont tout donné et maintenant qui se trouvent en insécurité devant une majorité appauvrie. Il fallait maintenant les dispatcher dans d'autres pays du monde. Ainsi, ils les ont fait entrer au Congo. Avec l'esprit de, si la guerre finit au Rwanda et au Burundi, on va les retourner. Mais, checker dans les archives, ils n'étaient jamais retournés chez eux. Ils sont restés au Congo comme ça. Et Mobutu n'avait pas de système d'immigration organisé, efficace. On n'a pas d'archives, on n'a pas un système là où banque d'information, banque de naturalisation, banque des autochtones, il n'y a rien. Et Mobutu nous a donné des cartes d'identité vertes, lisses, sur lesquelles on remplissait l'information avec un marqueur noir. C'est-à-dire, si ça tombait quelque part, n'importe qui pouvait ramasser cette carte-là, prendre un coton avec un peu d'alcool, effacer ton nom, prendre un marqueur d'occasion et remplir le reste et s'approprier. Ainsi, beaucoup de Rwandais ont volé les cartes d'identité des Congolais. Ils ont seulement effacé avec un morceau de coton trempé dans l'alcool. Si c'est Kasongo Muteba qui était propriétaire de cette carte, monsieur a rempli. Là-bas, Hakizimana Gasigwa. C'est fini. Et ils ont poussé Mobutu dans une fausse coopération régionale en créant la CPGL, la Communauté économique des pays des Grands Lacs. Qui signifiait quoi? Les citoyens du Congo, Rwanda, Burundi pouvaient rester dans une communauté là où il ne fallait pas montrer des passeports. Un Rwandais pouvait entrer au Congo facilement, un Burundais vice-versa. Même un Congolais pouvait aller au Rwanda et au Burundi facilement. Il fallait seulement montrer un petit jeton, tu passes. Les Rwandais pouvaient venir étudier dans des universités du Congo, même les Burundais. Les Congolais aussi, si tu veux, tu peux aller étudier dans une université du Rwanda, du Burundi facilement. Et dans ce marché de dupes, qui allait gagner? Qui avait besoin de qui? Les Congolais, à proprement parler, nous n'avons pas besoin du Rwanda, ni même du Burundi. Car ce sont deux petits pays pauvrement pauvres, il n'y a rien, à part les belles femmes, bien sûr. Le reste, zéro. Le Congo peut bien vivre sans le Rwanda, mais le Rwanda et le Burundi ne peuvent pas bien vivre sans le Congo. Comprenez pourquoi les Blancs ont mis en place beaucoup d'histoires. Mobutu avait à un moment donné compris, mais il n'avait pas de pouvoir de résister. Pourquoi? Deal. Deal, c'est quoi? C'est lui qui te met au pouvoir a le dernier mot. Est-ce que Mobutu, en entrant au Congo, au pouvoir là, la première fois quand il est devenu président du Congo, est-ce par la volonté du peuple congolais, le vote? Non. C'est par l'assassinat de Lumumba. Mobutu, on lui a tout donné, prêt à manger, prends. Comprenez d'où venait la faiblesse de Mobutu. Ceux qui t'ont mis là avaient le droit de t'ôter, de te déboulonner n'importe quand. Tu n'avais pas le droit d'objection. Coopère avec les Rwandais, les Burundais pour qu'ils commencent à entrer au Congo facilement. Aller-retour. Mais vous allez remarquer, peu de Congolais avaient intérêt d'aller au Rwanda et au Burundi. Il n'y avait rien. Mais beaucoup de Rwandais et de Burundais avaient beaucoup d'intérêt de pénétrer au Congo. Car c'était un grand pays, avec un grand territoire riche, en herbes, rivières, ruisseaux, minéraux. Donc, tout, l'argent, la nourriture, la beauté, tout. C'est pendant cette histoire de la CPGL que beaucoup de Rwandais et de Burundais s'étaient introduits au Congo. Ainsi, les gens comme le Vital Kamerhe, il est entré pendant cette histoire-là de CPGL. Pas beaucoup de commentaires, je passe. Beaucoup de gens. Les Bertrand Bissy-Moi, président civil du M23. Si ce n'est pas lui, ses parents,
Il venait entrer comme ça. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, il se prend pour Congolais. Il vous domine même. Comprenez pourquoi Vital Kamerhe peut voler 57 millions de dollars américains. 60 millions de dollars américains. Ça ne lui dit absolument rien. Le Congo n'est pas son pays. Il s'en fout. C'est vous-même les Congolais qui avez accepté Vital Kamerhe au centre de décision. Moi, je suis Mouroudiche. Moi, je suis oh, yo eglo lobaka, o proposé nini, o yo zozo yo kate. Ni se même kinyo kanjo musiki. Hein? Vous ne me payez pas. Vous voulez que je commence à prendre des décisions dures? Donnez-moi un poste. À décision avec garde-corps, immunité. Moutawane le Congo. Tout a pikana, tout pas na bien bobengini watakimbi. Comme les Nigériens sont en train de le faire. Les Burkinabés et les Maliens. C'est parce qu'ils ont le pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir. Nous parlons, c'est pour éduquer les masses. Point barre. Mon rôle se termine là-bas. À vous de me juger. Ai-je menti? Ai-je dit la vérité? That's it. Ainsi, ils ont infiltré beaucoup de Rwandais et de Burundais de souche nilotique ou bien hamite, qu'on appelle chez eux les Tutsis. Pour une mission plus tard, là. C'est à partir de ce moment-là que les Rwandais qui étaient entrés en fuyant la révolution rwandaise ou bien burundaise qui avait remplacé l'indépendance. L'indépendance n'était pas douce, comme je vous ai dit. Parce que c'était un moment là où les Hutus devaient se venger. Et les Tutsis ont été ramenés au Congo pour protection sous l'égide de beaucoup d'institutions internationales, dont l'ONU et la Croix-Rouge, avec pour mission de les aider, de les protéger selon, comment est-ce qu'on appelle ça? Ils ont signé des protocoles de l'ONU jusqu'à ce que l'ordre retournera chez eux, ainsi on allait les retourner. Mais ils ne sont jamais retournés. Regardez dans les annales, Mobutu n'avait jamais signé le retour de ces Rwandais là-bas. C'est-à-dire ils sont entrés au Congo à l'air simple. Et nous sommes avec eux. Et pourquoi n'étaient-ils pas retournés? Les Blancs ne voulaient pas qu'ils retournent, car Mobutu était leur homme, leur garçon de course. C'est eux qui avaient mis Mobutu là-bas après avoir tué Lumumba avec l'aide des Katangais. Je vais parler du Katanga aussi entre guillemets. Donc Mobutu devait suivre à la lettre ce que les Blancs lui disaient. Ainsi, Mobutu a été poussé à prendre même des Rwandais dans son cabinet présidentiel. Ainsi, a commencé la fabrication de la race de Banyamulenge. Ils ont créé un nom. Pourquoi seulement Banyamulenge? C'est au sud de Kivu. La terre de Mulenge, qui est une montagne. Pourquoi beaucoup d'entre eux étaient mis là, sur le territoire de Mulenge. Quand le HCR, la Croix-Rouge, avait vu que les hostilités ne finissaient pas chez eux de l'autre côté des collines, c'est-à-dire au Rwanda, probablement au Burundi, ils ont décidé de ne plus les aider éternellement. Il fallait qu'ils s'intègrent quelque part en attendant, parce qu'on ne sait plus quand est-ce que le conflit va finir chez eux. Ainsi, on leur a donné des houx, des haches, des semences, des haricots, hein, pas de pommes de terre, beaucoup d'histoires. Ils sont allés même couper des arbres. Ils sont demeurés là-bas. Les autorités du Congo, à tous les niveaux, sont allées les regarder et céder des terres en guise de quoi? De secours. Parce que nous ne voulions pas que ces gens-là puissent retourner dans un pays là où on allait les assassiner, les massacrer. Kimutema est bien un Congolais, de Pesakabiso, trouble à la fin de compte. Buzuri, Bouema est un Congolais, John Afanya Bantu Mingi Ben attaque tourné. Ainsi sont restés là-bas. De là, les Moïse Nyarugabo, les Azarias Ruberwa, tout ça.
Dans un pays sans carte d'identité, comment allez-vous déchiffrer? Sans banque de données. Pas d'archives. Partout au Congo, il n'y avait pas d'archives. On brûlait tout. C'est pour faire disparaître les traces dans tous les domaines. Ainsi, vous avez ces gens-là. L'infiltration n'a pas commencé avec Laurent Désiré Kabila, non. Depuis longtemps. Et quand les années 1990 ont sonné le glas, les gens avaient déjà des collaborateurs à l'intérieur du Congo depuis longtemps. C'est pour cela, attaquer le Congo, entrer au Congo, vous aurez déjà des gens qui connaissent bien le Congo. Ils sont déjà vieux, ils ont voyagé beaucoup au Congo, ils parlent les langues du Congo, les langues de l'Est, Lingala, Swahili, ils parlent même les Chiluba, des Rwandais qui étaient là, venus dans les années 30, les années 60, ils sont là-bas. Leurs enfants mis au monde là-bas. Chez nos amis, même s'ils vont chez les autres, ils ne se perdent jamais dans ce pays-là. Je ne sais pas si vous le savez. Un Rwandais, partout où il va, il demeure Rwandais. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Si je m'en écrivais là-bas, un Rwandais ne te servira jamais toi Congolais. Il peut rester 50 ans avec toi, il est toujours Rwandais. Au moment de prendre la décision, mais les décisions les plus dures de sa vie, il favorisera son pays d'origine, ou bien le pays de ses ancêtres, même s'il n'était pas né là-bas. Rwanda d'abord, le reste après. Les Congolais n'ont pas encore compris cette histoire. Ainsi, au moment d'attaquer le Congo, les Américains venaient déjà avec les autres Rwandais qui étaient réfugiés en Ouganda, entraînés en Ouganda. Il fallait déblayer le Rwanda en mettant les Hutus de côté, donner le pouvoir aux Tutsis, entrer au Congo, un grand pays, difficile d'entrer, mettre Laurent Désiré Kabila devant comme un appât pour tromper les Congolais que Touzon Ya, Koede Bino, Mobutu est mauvais. Qui a fait que Mobutu était devenu mauvais? Les mêmes Américains, Français et Belges qui ont supporté Mobutu, qui ont fait de lui le roi du Zaïre, dictateur, tout ça, en le supportant, en nous faisant tuer des mains de Mobutu. Et quand ils ont vu que cet homme n'était plus maintenant bon pour eux, ils l'ont mis de côté pour nous amener maintenant les armées rwando-ougandaises avec Kabila devant. Ils savaient très bien que Laurent Désiré Kabila, c'était qui? Un lumumbiste. C'est-à-dire quoi? Un nationaliste lumumbiste. Laurent Désiré Kabila n'était pas Mukatakatanga. Non. C'était un nationaliste lumumbiste. Lui, il respirait l'idéologie de Lumumba. La nation d'abord, le reste après. Il savait que ce monsieur va nous compliquer à un moment donné si nous lui donnons l'opportunité de travailler avec nous. Mais comme nous avons besoin de lui, entrons d'abord. Le reste, on va s'en charger. Et ils se sont en chargés après l'avoir utilisé. Il savait que ce monsieur est patriote. Il va se retourner, mais comme nous serons à l'intérieur, la boucle sera bouclée et on va l'achever. Les Congolais, on les connaît, sont tellement corrompus à souhait et nous avons beaucoup de nos éléments ougando-rwandaises nés au Congo, grandis au Congo, ceux qu'on a infiltrés dans le cadre de la CPGL, qui mentent qu'ils sont les Batabwa, oh si c'est Toko Barega, si c'est Toko Bembe, oh si c'est Toko Fulero. Non, ce sont des Rwandais. Eux-mêmes se connaissent. Ainsi, le Congo était asphyxié jusqu'à aujourd'hui. C'est le peu que j'avais à vous dire. Comprenez le problème. Et maintenant, le titre de ma vidéo, vous ne pouvez rien changer sans la prise de grandes décisions. Mouchilandi est ma voisin. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour dire, oh, les Américains ont fait, les Rwandais ont fait, les Burundais ont fait, les Ougandais, non. 25 ans, tu dois comprendre comment la crise de l'Afrique centrale a commencé, qui est derrière, il utilise quel mécanisme pour
Faire quoi? Et aller où? Alors, pourquoi vous ne voulez pas prendre les grandes décisions? Vous les politiciens congolais, comme vos amis du Mali, Burkina Faso, Guinée, Niger, pourquoi? Je vous ai montré la vidéo. C'est parce que vous ne le voulez pas. Vous avez la tête dans les minéraux, vous tous. 5 minutes avant que je ne finisse, je parlais avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Beaucoup de conflits que vous avez, je reviendrai avec une autre vidéo. Je vais citer beaucoup de vos politiciens. Et le rôle qu'ils sont en train de jouer dans cette crise que vous avez. Cette histoire de M23, oh, ils ont pris ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ce sont les enfants du Kivu eux-mêmes, avec qui vous êtes à Kinshasa. Ils sont au Sénat, ils sont au Parlement, à l'Assemblée nationale, ils sont même députés provinciaux, ils ont même des gouverneurs qui facilitent l'entrée de M23. Ce sont les Congolais du Kivu eux-mêmes qui sont en train de trahir les efforts de l'armée congolaise. Moi, je vous l'ai dit. J'ai mes sources. La trahison vient des politiciens congolais. Les Rwandais ne pouvaient jamais entrer au Congo facilement. Nous prendre le coup comme ça, même les Ougandais. Nous sommes un très grand pays. Pourquoi est-ce que nous ne parvenons à rien faire? C'est parce qu'il y a des infiltrés sont là, oui. Mais les Congolais même de père et de mère, pendant 15 ans, 20 ans, ont des carrés miniers. Ils se font de milliards de dollars américains. Ce sont ces Congolais-là qui ne veulent pas que cette guerre finisse. C'est eux qui trahissent. Qui font même tuer les Wazalendo. Les vrais résistants qui sont en train de combattre pour sauvegarder la République, ce sont les Wazalendo. Car ce sont les enfants de là, du Kivu, de l'Est. Ils connaissent leurs villes, leurs villages. Ils ont vu leurs parents mourir, leurs mamans et leurs sœurs être violées. Qui trahit les Wazalendo? Les militaires congolais. Le commandement est dans les mains de qui? Les mêmes traîtres de Joseph Kabila sont toujours aux commandes. Les mêmes traîtres que Joseph Kabila a laissés là sont toujours aux commandes. Et vous voulez voir un changement dans l'armée? Ce sont les conséquences de quoi? Du deal. Conséquence, il y a nini? Il y a deal. J'ai trop de choses à vous dire. Les traîtres du Congo dans cette guerre, même aujourd'hui, ce ne sont pas des Rwandais, ni même des Ougandais. Bongo, ni pas Congolais. J'ai même une liste de 15 noms. Ils ont déjà vendu beaucoup de mines de l'Est du Congo et ils sont en partenariat avec les Rwandais, les Ougandais et beaucoup d'histoires là-bas. Ce sont les Congolais. Les Congolais du Kivu ont déjà vendu beaucoup de mines à des sous-traitances ou bien à des entités américaines, canadiennes, australiennes, suisses, qui ont leur QG au Rwanda. Ils ont ouvert leur bureau au Rwanda. Tout se fait là-bas. Comment vont-ils maintenant aller avoir accès aux carrières, aux mines? Il faut faire la guerre. Comprenez pourquoi cette guerre a deux volets. Ce n'est pas seulement le volet militaire. Il y a le volet de chasser la population. Quand vous chassez la population, vous restez avec les mines. Et les M23, ce ne sont pas des Congolais, qu'on ne vous trompe pas. Ce ne sont pas des rebelles. Le terme rebelle doit quitter de votre bouche. Un rebelle, c'est ton frère qui se rebelle contre votre gouvernement. Les Rwandais, là, ce sont des mercenaires
qu'on fabrique dans des camps en Ouganda et au Rwanda par les multinationales qui financent. Ils ont soif de vos minéraux qu'ils veulent prendre gratuitement. Qui doit changer la destinée du peuple congolais? Ouais, moya congolais. Si les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens ont dit à la France, stop, déguerpi. Le peuple nigérien, burkinabé, malien est allé aux ambassades de la France. Nous n'allons pas sortir jusqu'à ce que l'ambassadeur a fui. Le camp militaire, ils ont entouré les camps militaires là-bas, qu'on appelle les bases militaires, dont les militaires français n'avaient plus droit d'entrer dans la masse. Les avions, Tonakata et Tachouk. La France a quitté le Niger. Et la France, même l'Amérique, peut quitter le Congo. Il faut seulement avoir un bon leader conscient pour vous dire la vérité. Qui est à la base de la crise politique au Congo? C'est l'homme qu'il faut aller voir. Ce n'est pas Kagame, ce n'est pas Museveni, ce sont les anglo-saxons. Pourquoi vous avez du mal à constituer votre gouvernement au Congo? Qui dérange ça? Pourquoi est-ce que les vrais Congolais n'ont pas droit à devenir des députés nationaux, provinciaux? On veut vous parachuter des gens qui n'auront pas droit à la parole. Regardez pourquoi il y a un problème politique au Congo. Ça a commencé avec les élections. Pourquoi est-ce que les élections ont toujours été un problème en République démocratique du Congo? Qui crée ce problème? Les Américains. Les Américains menacent les politiciens congolais jusqu'à leur dire « on va vous tuer, on va vous tuer ». Les Congolais ne disent pas la vérité. Les politiciens congolais vont m'aber. On te menace. Pourquoi ne pas faire un discours? Citer le nom de celui qui te menace. Vous cachez ces histoires. Vous ne dites pas la vérité, mais on est en train de tuer les Congolais chaque fois. Sortez et dites la vérité aux Congolais. Citez même le nom de tous les officiels occidentaux qui vous menacent au téléphone. Les Congolais vont s'en charger et on va libérer le pays. Les complices dans la mort des Congolais sont les politiciens congolais. Moi, je vous l'ai dit. Point barre. Les autres n'ont aucun intérêt à voir le Congo en paix et le peuple congolais sécurisé. Ce n'est pas chez eux. Un Américain n'est pas congolais. Il n'a aucun intérêt à voir le Congo progresser. Non. Rwandais, Ougandais, non, ce n'est pas chez eux. Qui a intérêt à voir le Congo être protégé, sauvegardé, prospérer? Un Congolais, un vrai. Si tu vois un Congolais qui travaille contre son pays, il faut le regarder 2 fois. Il y a beaucoup de Congolais qui vous font du mal. Vous les recyclez toujours. Hein? Un voleur, vous le reprenez encore, vous lui donnez un ministère là où il doit traiter avec l'argent encore. Vous êtes en train de faire quoi? Et puis, Rwandais, Burundais, Ougandais, le mal du Congo se trouve en République démocratique du Congo. Corneille Nangaa, pourquoi il est en train de faire du bruit aujourd'hui? Est-ce que vous le savez? C'est parce qu'on lui a arraché ses mines d'or. Point barre. Corneille Nangaa n'est pas allé en brousse pour se battre pour vous, les Congolais, vous libérer, non. C'est un conflit politique, personnel. Il y a des gens qui ont arraché les mines de Corneille Nangaa, qui se les ont appropriées. Tout le monde bien bien mingi sada. Je reviendrai prochainement avec le dossier de l'indépendance du Katanga. D'abord, que je vous montre une image très importante. C'est pour vous ouvrir les yeux à une situation à laquelle vous ne pensez pas, vous tous. Regardez bien cette image. Vous allez voir Sultani Makenga, le chef des rebelles. Hein? Celui qui a régné à un moment donné dans l'est du Congo.
Je ne sais pas si vous allez voir ce qu'il est en train de faire convenablement. Il est en train d'esquisser la carte de la République démocratique du Congo. En traçant les parallèles là-bas, lui-même il sait, dans les termes militaires. Donc, ils viendront de je ne sais où, mais il a mis le Katanga. Hein? Il y a le Katanga quelque part qu'il a encerclé. Au milieu du Katanga, il a mis un cercle au milieu. C'est-à-dire le Katanga a toujours été visé. Vous comprenez? Ils ont toujours cherché par tous les moyens comment entrer au Katanga. Et le pays qui est en train de nous aider pour que cette guerre de l'Est ne soit pas transférée au nord, pour qu'ils viennent au Katanga, c'est le Burundi. Il faut applaudir le Burundi. N'eût été le Burundi, on allait prendre les Maniema, la Tanganyika là-bas facilement. Parce que le Katanga était déjà dans leur viseur. Regardez Sultani Makenga. Regardez la carte. Il est en train de dessiner la carte du Congo. Regardez le Katanga. Il a mis un cercle dans le Katanga. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez ça très bien. Regardez, voilà. Regardez le Katanga. Le Katanga est ici. Il dessine bien les lignes. Et vous voyez. Donc ces gens ont toujours visé le Katanga. Et il est en train de montrer à qui? Regardez bien l'image. À des blancs qui sont assis là-bas. Sultani Makenga, c'est qui? Pour commencer à dealer le problème du Congo, le plan du Congo avec les Occidentaux. Hein? Et le Katanga est visé. Le dessin nous montre clairement que c'est le Katanga qui est visé. Je ne sais pas si je me trompe. Hein? Regardez très bien vous-même là où se trouve le Katanga et regardez le petit cercle que Sultan Makenga a mis au Katanga. Faites des recherches. Laissez les histoires de blablabla, les moubalaba, non. Moi, je dois dire des choses que je maîtrise. C'est pourquoi je n'aime pas les bruits. Les politiciens congolais au pluriel sont les plus dangereux de la planète Terre. Si le Congo tarde à être libéré, 80% des manœuvres résident dans les mains des politiciens congolais qui sont les plus mauvais. Un Congolais devant l'argent cesse d'être patriote. Tous ces jeux qu'on est en train de faire dans l'Est, ce sont les Congolais qui sont à la base, moi je vous le dis. Ils sont au Sénat, ils sont même dans le gouvernement, ils sont parmi les députés nationaux, provinciaux de la législature passée. Les autres viennent même d'être réélus, encore bien nommés encore. C'est-à-dire ils reviendront. La crise ne finira pas. Je n'ai pas les services secrets du Congo. Comment moi je connais que monsieur tel joue contre le Congo? Il a les affaires au Rwanda, en Ouganda. Ils ont des carrières, des mines. Ils ont déjà vendu une mine en tant que je vais développer prochainement. Il y a quelle mine? Il faut que je finisse. Parce que les gens m'ont dit que j'ai fait des vidéos trop longues. Je dois finir tout de suite dans quelques minutes. On m'a donné le nom de mines. Là où se trouvent beaucoup de Kivusiens. Il y a Twagira Namoya. Une mine qu'on appelle de Twagira Namoya. Mine de Twagira et mine de Namoya. Il y a beaucoup d'or. C'est presque à la frontière avec le Maniema, mais ça se trouve au sud Kivu. Ce sont les Sud-Kivusiens. Je dis bien, les politiciens congolais du Sud-Kivu. En majorité, les Bashi.
j'ai leur nom. C'est eux qui ont déjà laissé ce territoire-là aux mains des Canadiens. Sinon, ni vidéo ingini ntafouagne. Les Congolais. Pourquoi les forces armées congolaises ne vont nulle part? Ce sont les politiciens congolais. Les enfants du Kivu, si vous êtes en train de mourir, ce sont les Kivusiens, vos propres frères de père et de mère qui vous font tuer. Ils ont des carrés miniers. Comprenez pourquoi je condamne la politique de Joseph Kabila de venir octroyer des redevances minières, sociétés minières, carrés miniers à des gens. Ça n'existe pas. Pourquoi Kabila a fait ça? C'est ce qui a rendu les politiciens forts. Corneille Nangaa lui-même là-bas, il pèse je ne sais pas combien de milliards de dollars américains. Est-ce que Corneille Nangaa fâché, qui se retire en brousse, ne peut-il pas faire une milice? Ne peut-il pas créer une rébellion? Il peut le faire. Qui a armé ces politiciens-là économiquement pour continuer le trouble? C'est le régime de Joseph Kabila, 18 ans. Ce sont les choses avec lesquelles je vais retourner. De même au Katanga. Je suis en train d'étudier le dossier du Katanga. Je suis tombé sur des documents. Est-ce que le Katanga était indépendant ou non? Je vous ai dit dans la vidéo parce que le Katanga n'a jamais été indépendant. Bolinga, tata mona chambula mona bisha, c'est parce que vous êtes des ignorants. Le Katanga n'a jamais été indépendant. Je reprends encore. Il y avait sécession. Et je suis en train de dire le dossier de la CIA. Je vous montre d'abord ici. Katanga Secession. Je vous montre ici. Document, vous voyez. Document C. Le document c'est l'information que la CIA a envoyée pendant l'indépendance du Congo, quand il y a eu sécession au Katanga. La CIA a échangé les messages. Toute la vérité ne se trouve pas dans ce que les politiciens congolais, bien Katanga vous disent. Ce sont des menteurs. La vérité se trouve dans les échanges avec les instances des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est le document de la CIA. Regardez. Document C, CIA Daily Brief. Il briefait les instances aux États-Unis d'Amérique et ce qui s'est passé au Congo, même du côté de Katanga. Il y avait des conversations. Qui fait quoi? Qui est qui? Vous allez voir que vous pouvez lire tous les documents. Aucun mot. Le mot indépendance ne revient nulle part. Et en bref, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les Katangais n'y sont pour rien. Les politiciens katangais. Car remarquez, avant l'indépendance, c'est ce que je viendrai avec prochainement, avant l'indépendance du 30 juin du Congo, il n'y avait pas de mouvement d'indépendance du Katanga. Regardez dans le passé. Regardez dans votre passé. Avant le 30 juin 1960, il n'y avait pas de mouvement indépendantiste katangais. Ça n'existait pas. Tous les politiciens congolais s'organisaient dans des associations, des institutions, pour demander l'indépendance du Congo, tous. C'est quand l'indépendance du Congo que les Blancs voulaient repousser à 30 ans. C'est-à-dire dans les années 80. Mais les Congolais tels que Lumumba ont refusé. Donnez-nous ça aujourd'hui. Voyant que les Congolais ont pesé, que ça ait lieu aujourd'hui, c'est-à-dire en 1960, les Blancs ont regretté. C'est pour cela, quand on a proclamé l'indépendance du Congo en 1960, le 30 juin, pas automatiquement le Katanga est devenu soi-disant indépendant le 11 juillet. Par la parole de Tchombe seulement, il a parlé comme ça, c'est écrit nulle part. C'est ça mes recherches avec les documents de la CIA. The Assassination of Lumumba. Moi, je ne veux pas... Ce que vous allez me dire, dis-moi, moi, tu as qui dit. Ou Makatuba, ou Somaka, on a la bibliothèque, l'université de Lubumbashi, il y a Somaka. Tout à fait, vous biche na bitukan. Ou indépendantiste, ou nini. Olingi nini, ou je nini mouna compagnie. D'abord, tu ne sais pas que le Katanga n'a jamais été indépendant. C'est toi qui es l'indépendantiste.
Donc, nous faisons des recherches. Bolinga, Bolingate, moi je vais vous prouver avec des documents des Américains et des Belges que le Katanga n'avait jamais été indépendant. Et pour conclure, il y a une phrase qui m'a fait rire. Pourquoi c'est le Katanga est tombé en sécession? Ils écrivent eux-mêmes. Il faut lire le contexte du temps. Ils disent contextualisation. Why might Belgium support Katanga desire to secede from the Congo? Well, Belgium would support that because they once had control of the Congo and they might want some of the resources back if they could negotiate a deal with Katanga. L'indépendance du Katanga n'a jamais été l'idée des Katangais, politiciens, non. C'est une stratégie des Belges de kidnapper une province riche du Congo. Vous proclamez l'indépendance du 30 juin, nous allons perdre le Congo. Car Lumumba, c'est un nationaliste. Le Congo va revenir aux Congolais politiquement, économiquement. Tunapotesha Congo. Congo inaenda banduku tutakufa. Alors, replions au Katanga, qui est le coffre-fort du Congo. Cela ne veut pas dire que les richesses ne sont qu'au Katanga, non. Il y a beaucoup de mines. Le Congo est riche partout. Les Blancs savaient que le coltan existait en 1940. Je vous ai dit ça. La cassitérite, l'orflamite, toutes ces richesses qu'on est en train de vous montrer maintenant avec une pierre là-bas, quand tu fais comme ça, il y a des étincelles. Ça existait déjà. Avant l'indépendance, les Blancs savaient. Ne nous dites pas que le Katanga c'est le champion des champions. Non. Les Blancs ne voulaient pas perdre le Congo. Ils ont seulement utilisé le Katanga comme leur bastion. Donc, ils ont kidnappé le Katanga selon le texte. Qu'est-ce qu'ils disent? The Belgians once had control of the Congo. Les Belges, dans le temps, avaient le contrôle du Congo. And they might want some of those resources back if they could negotiate a deal with the Katanga. Ils ne voulaient pas perdre le Congo. Ils voulaient donc avoir encore contrôle de toutes les richesses du Congo. Donc que ça retourne dans leur giron de contrôle. Mais il fallait utiliser le Katanga comme kidnapping. Kidnapper le Katanga, c'est pour pousser Léopoldville à s'asseoir à la table de négociation avec qui? Avec les Belges. Point barre. On ne cite pas les Katangais, les Congolais. Ce n'est pas l'histoire des Katangais et des restes des Congolais. Ça, c'est faux. Comprenez pourquoi ils voulaient attaquer Lumumba avec l'OTAN. Les militaires de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est la force armée de l'Occident. Ils ont vu que ça va sonner mal. Ça va donner une mauvaise image que nous, les Occidentaux, nous sommes méchants, nous attaquons un peuple africain qui demande son indépendance. C'est le président américain Eisenhower qui était président à ce temps-là, un président militaire, qui a eu une idée. Au lieu d'envoyer l'OTAN, les militaires de l'OTAN, en tenue militaire bien sûr, béret rouge, vert, tout ça, notre réputation va en tout cas sombrer. Envoyons d'autres des militaires sous couvert de l'ONU. Ainsi, ils ont récolté beaucoup de mercenaires qu'ils avaient dans leurs bases militaires à travers le monde, à qui ils ont seulement donné des bérets verts, des casques bleus. Comprenez pourquoi cette ONU là-bas, MONUC, MONUSCO, c'est la mafia. Chassez-nous cette histoire, politiciens congolais. Ce sont les mercenaires qui sélectionnent les militaires de l'ONU pour venir, pour aller dans une mission quelque part. Est-ce que c'est vous les Congolais? On ne vous donne pas le choix, vous les Africains. Ce sont les Occidentaux qui sélectionnent les militaires de l'ONU, à qui ils donnent seulement les tenues et le béret bleu. Soit disant, ce sont les gens qui viennent vous secourir. C'est faux. Ce sont la plupart les mercenaires à la solde des grandes sociétés minières qu'on vous envoie chez vous. Tout ça, sous camouflage de l'ONU. Ils vous donnent l'impression qu'ils viennent pour la paix. Non,
Ce sont les mercenaires, les tueurs d'élite, les snipers. On vous les envoie, c'est pour vous kidnapper de l'intérieur. C'est l'ONU qui vous kidnappe pour le compte des Occidentaux. Ainsi, ils ont kidnappé le Congo pendant 25 ans. Ils font entrer les armes, ils font entrer les M23. On les fabrique au Rwanda, en Ouganda. Ce sont les véhicules de l'ONU qui transportent ces Rwandais là-bas, M23, avec les armes, pour venir les déposer aux côtés du Congo. Leur bureau se trouve au Rwanda. Tout le monde prend les avions, quitte le Congo pour aller passer le week-end au Rwanda. Tout le monde. Oh, yo lobaka, opesa kabiso solution de ni semeni ninge. Kama ushike iluga, olingi na lobana mnoko nini. Bon, c'est ça. Les Américains voulaient envoyer la force de l'OTAN, force militaire, pour tuer Lumumba. Comme ça allait sonner mal, donner une mauvaise image, il fallait camoufler. Les militaires de l'OTAN, avec trop de mercenaires, allaient venir des loups avec la peau de brebis. Vous considérez, vous tous les Africains, l'ONU que c'est une brebis? Non. L'ONU c'est un loup qui met la peau d'une brebis. Ainsi, tous les mercenaires de l'OTAN qui devaient venir créer la pagaille au Congo, tuer Lumumba et installer un autre dictateur Mobutu de force, sont venus sous couvert de l'ONU, en mettant les bérets bleus, tout ça. C'est l'ONU qui a tué Lumumba. Avec trop de mercenaires qui ont érigé leur base au Katanga. Dans les annales du Congo, il n'y avait nulle part là où les Katangais cherchaient leur indépendance avant le 30 juin. Jamais. Tous les Congolais étaient réunis pour chercher l'indépendance du Congo. Le 11 juin, c'est un ordre seulement qu'on a donné à Tchombe par la Belgique. Proclame l'indépendance, nous allons tout te donner. Les Tchombe étaient comme des marionnettes. Ils n'étaient préparés en rien. Tu deviens président. Tu vois, quand tu dis à un noir qui n'est pas président, l'accomplissement de son rêve le plus grand de l'histoire. Oh, Nicolas est président. Et je vais vous prouver que c'était une sécession. Un truc utilisé par les Occidentaux qui, dans le passé, avant le 30 juin, étaient maîtres de tout le Congo. C'est-à-dire, ils savaient même les richesses pour lesquelles ils sont en train de vous tuer aujourd'hui, qui étaient dans l'Est. Ils n'étaient pas imbéciles pour laisser tout le Congo et rester au Katanga. Bon, tu n'as pas regardé ton Katanga. Babebe Makivu, non. Il savait depuis les années 40 que Kukoma coltan, Kukoma olframite, Kukoma cassiterite. Il voulait donc retourner au Congo, que leur pouvoir retourne au Congo encore. Or Lumumba, un pragmatiste, révolutionnaire, futuriste, représentait un danger pour eux. Au lieu de le tuer avec les forces de l'OTAN, il fallait envoyer ces forces de l'OTAN et d'autres mercenaires sous couvert de l'ONU. Ainsi, l'ONU a tué Lumumba. Si vous regardez même les films, c'est l'ONU qui est venu soi-disant faire la sécurité de Lumumba à sa résidence. Regardez maintenant les films, lisez maintenant les livres. C'était le mettre en résidence surveillée. Le filet pour permettre à ceux que leur homme traître Mobutu puisse l'achever. Quand ils ont fini, Lumumba voulait fuir. Comme ils avaient érigé leur base au Katanga, il fallait qu'on amène Lumumba au Katanga parce que c'est là où se trouvaient tous les mercenaires américains, belges et consorts. Ils ont seulement kidnappé le Katanga pour pousser à ce qu'il y ait une négociation avec Léopoldville, afin qu'ils puissent revenir et recontrôler tout le Congo, en utilisant des soi-disant politiciens katangais ignorants, assoiffés seulement des titres de poste, croyant que Bakosala va président. Quand ils ont récupéré tout le Congo,
en tuant Lumumba et en mettant Mobutu au pouvoir, en lui donnant les forces armées congolaises, Mobutu commençait maintenant à tuer tous ceux qui s'opposaient à l'idéologie des Belges. Et Mobutu a tué beaucoup de Katangais. Hein? Les Évaristes Kimba, vous comprenez maintenant? Avec l'ordre de qui? De Washington, de la Belgique. Et les Katangais qui s'organisaient déjà, croyant que cette histoire était sérieuse, ont mis en place quoi? La gendarmerie katangaise. Leur ennemi, c'était qui? L'ONU. Les Katangais se sont retrouvés en train de se battre avec l'ONU. L'ONU, c'est quoi? C'est l'Occident. Ce sont les mêmes mercenaires de l'OTAN en tenue de l'ONU qui se battaient avec les Katangais. Nous avons utilisé Wanyama. Tu as récupéré Congo, Lumumba, tu as Munatussadia quoi Lumumba, tu bomi Lumumba, bino bazoba, boede, biso, mena, tu as récupéré Congo. Avec qui? Joseph Désiré Mobutu. C'est l'homme que nous avons mis, tu as récupéré Congo Mobimba. Ainsi s'est ouvert la période de quoi? Des massacres systématiques de tous les révolutionnaires. En commençant par le Katanga, Kuba Moulele, Kuba Manyama Kote, que les gens tuaient tout le monde. Et Tchombe devait mourir. Parce que Tchombe croyait que Banamupa Munofa Nyama Kunaisha, Anabeba. Hein? C'est que Tchombe ignorait, c'est qu'on lui avait jeté seulement Soupou. Hein? Pour qu'il puisse aider inconsciemment peut-être les Occidentaux à reprendre la main sur tout le Congo. Mission accomplie, il n'avait plus besoin de personne. Ainsi, il y avait deux camps. Des indépendantistes katangais, des vrais, avec des traîtres à l'intérieur, et les nationalistes congolais. Il fallait tuer qui? Les indépendantistes. La liste est longue. Ainsi, Tchombe ne devait pas rester vivant. Et les vrais indépendantistes étaient tués. Les faux indépendantistes, même du côté du Katanga, c'est ceux qui sont restés vivants. Si ton grand-père ou bien ton père, Katangais, est resté vivant après la mort de Lumumba et de Tchombe, pose-lui la question s'il est encore vivant, ou bien posez la question à ses enfants s'ils sont encore vivants. Est-ce que ton père travaille pour le Katanga? Pourquoi n'était-il pas tué? Donc il ne représentait pas un danger. Il était de quel côté? Il dansait quelle danse? Il jouait quel jeu? Ainsi, prochainement, l'aigle de Kolosi reviendra avec le dossier du Katanga, avec les notes de la CIA. Qu'est-ce que le service secret américain disait à propos de la soi-disant indépendance du Katanga? C'était l'indépendance ou bien c'était une simple sécession? Un jeu de tour de main pour récupérer le Congo. Je m'arrête par ici. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Le reste, c'est pour vous. On ne vous dira jamais tout. Le peu que je viens de dire, analyser, la recherche à partir de la phrase nanga, d'endenge to salak. À tout à bioté. Que Dieu vous bénisse. Sayambo reviendra avec beaucoup d'informations sur la sécession katangaise. Merci. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a mis l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko to babeti lisasi congolais moko akufi moko pas deux moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis bopé sans autorisation parce que c'est la Constitution qui le dit. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Ça, c'est pour la situation de l'Est. Parce qu'il en a fait trop et ça suffit. Vous avez parlé